Bonjour, bienvenue au Soir Santé. À l'approche du mois du Ramadan, nous allons parler du jeûne et des maladies chroniques. C'est pas facile de concilier les deux puisque le jeûne n'est pas toujours sans risque sur les malades atteints du diabète ou de l'hypertension artérielle et de toute autre maladie nécessitant une prise médicamenteuse régulière. Certains nécessiteraient un ajustement de traitement, mais par contre pour d'autres, le jeûne est contre-indiqué. D'où la nécessité de rendre visite à son médecin avant de décider de jeûner. Pour nous en parler et nous donner les règles à suivre pour un ramadan avec un moindre risque, nous avons avec nous le professeur Safia Memouni, chef de service endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques du centre Pierre et Marie Curie. Professeur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour madame, je suis ravie d'être parmi vous, C'est nous. surtout pendant cette période pré-Ramadan qui est très importante pour, comme vous l'avez si bien dit, préparer les patients atteints de maladies chroniques. Justement, c'est le moment de faire la visite ou il fallait le faire bien avant pour les En malades? principe, les recommandations nous disent qu'il faut le faire 6 à 8 semaines avant le Ramadan. Donc au moins un mois à un mois et demi ou deux même avant, sachant qu'on voit les malades chroniques pratiquement tous les 3 mois. Donc si on rate la dernière consultation, peut-être que la prochaine, ce sera après l'Aïd. Et là, on aura raté la possibilité d'éclairer les patients sur les conduites à tenir pendant cette période de jeûne, si tant est qu'ils veuillent jeûner. Justement, professeur, les maladies chroniques et le ramadan ne font pas bon ménage, mais les malades, il y a certains malades souhaiteraient quand même et s'obstinent à faire le ramadan. Quels sont les malades qui peuvent jeûner et les malades qui ne peuvent pas? Alors, on va essayer, je vais vous raconter un petit peu chronologiquement comment les choses sont venues. Avant, effectivement, la population qui jeûnait, c'est-à-dire les musulmans, était relativement, on pensait qu'ils étaient rares et éparpillés dans les pays musulmans à travers le monde. Eh bien, les études et la globalisation ont permis de voir les choses de manière beaucoup plus grande et on a pu donc recenser le nombre de musulmans à travers le monde. Alors, on est en principe aux environs de 2 milliards, ce qui D'accord. fait quand même le quart de la population. C'est 24% de la population mondiale est supposée être musulmane. Et donc, devant cette importance, et tous, comme vous le savez, le ramadan, c'est un des 5 piliers de l'islam, donc tous sont concernés par ce jeûne du ramadan. Alors, un quart de la population mérite quand même qu'on s'y intéresse et qu'on fasse des études durant cette période, puisque parmi ce quart, il a été calculé, par exemple pour le diabète, que 6,6% de la population mondiale était diabétique. Donc ça Oui. fait quand même quelques centaines de millions de diabétiques musulmans. Et donc ça a mérité que les scientifiques se penchent sur la question, fassent des études sur le jeûne pendant le ramadan, l'impact du jeûne pendant le ramadan, les médicaments qui sont ou non autorisés chez les diabétiques qui souhaitent ou qui doivent jeûner. Et donc tout ça a permis de sortir des recommandations de plus en plus précises, c'est-à-dire d'année Oui. en année, ou tous les 3 ans, disons, on sort des recommandations et on affine un petit peu avec l'arrivée des nouvelles médications du diabète, qu'elles soient orales ou injectables. On fait de mieux en mieux pour le confort du patient et le moindre risque pendant le jeûne du ramadan. Justement, maintenant, le suivi, c'est individuel pour les patients, non? Selon les recommandations du... Chaque patient est un profil particulier parce que les recommandations nous donnent plusieurs paramètres. Par exemple, comment il est bien équilibré ou non, quel type de traitement il prend, est-ce qu'il a l'habitude de faire des hypoglycémies ou non. On va même jusqu'à s'intéresser à son entourage. Est-ce qu'il est entouré ou est-ce qu'il vit seul? Parce que bon, nous, on est dans une société où on a la chance de vivre en famille. Oui. Mais il ne faut pas oublier que dans certaines sociétés, et on le voit de plus en plus, les Ça personnes vivent seules. s'individualise. Donc vivre seul, par exemple, et avoir une hypoglycémie, si elle est sévère, qui c'est qui va le resucrer et lui permettre de boire quelque chose pour remonter un petit peu sa glycémie? Personne. Donc il va tomber et il va tomber dans un coma hypoglycémique qui va être difficile à rattraper. Donc on prend même en considération
est-ce qu'il vit seul ou non, Environnement. pour lui dire, si tu vis pas seul, eh ben, je pense que je vais t'autoriser à jeûner. Puis il ne faut pas oublier aussi que depuis le temps qu'on consulte les imams, qui normalement ont pensé aller nous aider, eh ben, eux nous donnent toute la responsabilité Oui. de décider en fonction du profil du patient s'il peut jeûner ou non. Vous êtes les seuls habilités à prendre la Absolument. décision. Plusieurs fois, on a invité donc pour essayer de convaincre les malades que sur le plan religieux, on n'était pas à l'encontre des recommandations. Eh bien, les religieux nous ont dégagé toute la responsabilité et donc nous disent, nous, c'est clair qu'il est écrit « Wa in kunta maridan », c'est-à-dire si c'est un malade, si vous êtes malade, vous ne jeûnez pas, mais malade pour nous, c'est vu dans sa globalité. Oui. On ne peut ni considérer le type de maladie que c'est, ni le type de traitement, ni le type de malade qui va prendre ce risque. Donc, le médecin est seul responsable du quitus, disons, ou Oui. du permis de jeûner qu'il donne à son patient. Justement, les malades maintenant, ils vous écoutent de plus en plus que dans le passé. On sait que les malades, ils s'obstinent quand même à jeûner malgré les recommandations du médecin. Les malades nous écoutent, certes, parce qu'ils sont plus conscients des risques qu'ils peuvent vivre pendant ce ramadan. Ils savent que les médicaments sont quand même assez efficaces pour entraîner effectivement des hypoglycémies, qu'une fois dans la rue, s'ils tombent, ben, tout le monde ne saura pas que ce sont des diabétiques qu'il faut juste resucrer. Ils nous écoutent aussi parce qu'ils lisent, ils sont de plus en plus conscients. Et puis, il faut essayer de les convaincre et prendre le temps justement de ce qu'on est en train de dire, de la consultation pré-ramadan. Donc maintenant, on a de moins en moins de malades pendant le ramadan qui arrivent aux urgences, des malades, oui, des diabétiques. Je pense qu'avec la préparation par le médecin et avec l'accord du patient, j'espère qu'il y aura beaucoup moins d'hypoglycémie ou autres complications qui surviendraient pendant le ramadan, oui. C'est dans quel cas c'est contre-indiqué? Alors, il y a, selon les recommandations américaines et européennes, qui se sont donc groupées pour faire des recommandations. Maintenant, il y a d'autres recommandations qui sont donc des recommandations plus régionales. Alors, on a des stratifications de risques. C'est-à-dire, il y a pas de risque du tout, Oui. un peu de risque, un risque haut élevé. risque et un très haut risque. Donc, en fonction de la catégorie, tu peux jeûner. Un malade qui est diabétique, mais à qui on a demandé que de corriger son alimentation, son activité physique. On lui a donné, par exemple, la metformine, qui est un médicament qui n'entraîne pas d'hypoglycémie. Celui-là, ou alors un autre médicament qui ne fait pas d'hypoglycémie, celui-là, on corrige le traitement, c'est-à-dire il mange rien à midi, bien sûr. Oui. On donne une fois au ftor, une fois au suhoor, et il n'a pas de risque puisqu'il n'est pas... Au contraire, il est censé avoir des glycémies élevées. Et il n'a pas de médicament qui va les baisser, donc on peut l'autoriser à jeûner. Il y a la deuxième catégorie, il a un médicament qui peut entraîner une hypoglycémie, mais il est relativement bien équilibré, il est bien entouré, il n'a pas une forte dose, etc. Celui-là, on va lui dire, tu peux jeûner, mais fais attention. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se surveille régulièrement par des glycémies capillaires parce qu'il peut y avoir un événement, par exemple, il prend un suhoor trop léger, ben, c'est avec le médicament, au bout de je ne sais combien d'heures de jeûne, par exemple avant le ftor, il peut faire une hypoglycémie. Par contre, après, il y a deux autres catégories où il n'est pas recommandé de jeûner parce que le sujet est mal équilibré, il a des médicaments qui sont puissants, il a de l'insuline, etc. Donc, il a beaucoup de risques. Oui. Par contre, il y a celui qui est complètement interdit, celui qui est très mal équilibré, il est tout le temps en train de faire des hypoglycémies, il a une maladie cardiaque qui risque de ne pas supporter l'hypoglycémie, il a des problèmes psychiatriques, et la femme enceinte, tout ça c'est interdit. C'est interdit et donc c'est pas la peine de jouer avec les médicaments. Femme enceinte avec diabète ou sans oui. avec diabète? Elle fait partie des très hauts risques. D'accord. Parce N'importe que quel trimestre? N'importe quel trimestre, parce qu'elle a quand même un enfant à nourrir. Si elle vit une hypoglycémie, l'enfant la vit encore de manière plus grave. Et donc, pourquoi
induire ce type de complications à elle ou à son enfant. Et puis, si elle fait une hypoglycémie et qu'elle tombe, c'est un traumatisme aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui lui recommandent de ne pas le faire. Et surtout si c'est un diabète qui est survenu pendant la grossesse, avec un bon contrôle par la suite, peut-être qu'elle n'aura plus son diabète, eh bien, elle récupère le mois qu'elle n'a pas... Quand elle aura accouché, elle récupère le mois qu'elle n'a pas jeûné. Oui. Voilà. Et les malades atteints du cancer, professeur, est-ce que Ça fait partie des comorbidités quand même importantes qui font que ce n'est pas ce mois-là qui est vraiment indispensable à jeûner, d'autant que les religieux nous ont dit qu'il y avait pour les musulmans quand même d'autres moyens de se rattraper. Oui. Ils peuvent donner quand même l'équivalent qui est évalué chaque année à des pauvres pour les nourrir. Il y a d'autres moyens d'appliquer cette règle donc, de l'islam quand on est malade et donc qu'on ne peut pas jeûner. Et puis l'islam est tolérant. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que les proches du malade nécessiteraient une éducation sanitaire? Oui, ça c'est recommandé effectivement. D'ailleurs, même en dehors du jeûne, il est recommandé qu'un des parents vienne à la consultation pour qu'il soit au courant, parce que quand même parfois le malade, il ne veut pas transmettre tout ce qu'on lui a dit, il ne veut pas dire à son parent. Voilà, souvent il ne dit pas toute la vérité, et donc il cache certaines, et il ne veut pas montrer qu'il est si malade que ça, que le médecin lui a dit de ne pas faire telle ou telle chose. Et c'est toujours soit l'épouse, soit la fille, soit le fils qui vient et lui rappelle que ah là baba, là imma, tabib ma qalsh hakda, donc il faut pas abuser. Moi je te surveille à la maison par exemple, et donc effectivement l'éducation thérapeutique du patient concerne également les membres de la famille proche du malade. Justement, est-ce qu'on risque pas de tomber dans l'abus concernant un diabétique, par exemple, qui est non-jeûneur, il mange la journée, il s'attable avec sa famille au moment de l'iftar. Est-ce qu'il risque pas aussi de faire un déséquilibre et il sera dans Alors, l'abus? celui qui ne jeûne pas, il y a deux possibilités. Il y a celui qui malheureusement ne jeûne pas, mais il est tout seul à la maison, donc il n'a rien à manger à midi. En fait, c'est un repas de midi qui est trop maigre, parce qu'il va soit manger les restes de la veille, s'il y en a, soit pratiquement bricoler un petit repas et grignoter, ce qui pourrait ne pas correspondre à son traitement de midi, mais un vrai midi, c'est-à-dire un vrai déjeuner, comme quand il déjeunait avec les restes de la famille en dehors du ramadan. Et donc celui-là aussi, il risque de faire des hypoglycémies et il faut corriger son traitement. Et il y a celui qui abuse, c'est-à-dire vu qu'il n'est pas autorisé à jeûner, eh ben, il va grignoter pratiquement toute la journée. Et au moment où c'est le ftor qui correspond à ceux qui ont jeûné toute la journée, il se met à table et se régale comme eux, ce qui est quand même un petit peu déséquilibré. Oui. Est-ce que l'autosurveillance pendant le mois de Ramadan ou il faut revenir et consulter son médecin? En fait, l'autosurveillance, elle fait partie des recommandations qui ont été bien dictées dans les recommandations, qu'elles soient américaines ou les recommandations du DA. Alors, il faut faire des glycémies qui correspondent à la période de jeûne. Par exemple, il faut faire une glycémie en milieu de journée. Si le patient jeûne, il faut qu'il sache quelques heures après son réveil, par exemple, à combien il est. Est-ce qu'il est en train de chuter dans l'hypoglycémie? Il faut qu'il fasse 2 heures avant le ftor, par exemple. 2 heures avant le ftor, c'est pour qu'il sache longtemps après, par exemple 10 heures ou 12 heures après le jeûne, est-ce que sa glycémie est encore maîtrisée? Et puis, la vraie glycémie à jeun, comme on l'a fait le matin au réveil pendant toute l'année, c'est celle avant le ftor. Parce que c'est celle-là où on est vraiment à jeun. Pendant plusieurs heures, le patient a jeûné, donc c'est avant le ftor. C'est celle-là qui correspond. Et après, on veut savoir quelle est la quantité qu'il a mangé au moment du ftor. Donc, on fait 2 heures après le ftor. Après, on fait sahur, puisqu'on va démarrer une journée de jeûne. Et on va également évaluer la quantité du sahur en faisant 2 heures après le sahur, ce qui est une pause prandiale. Donc, on en a au moins 4 à 6 pendant le jeûne. Et puis, bien évidemment, s'il y a le moindre symptôme d'hypoglycémie, quelle que soit l'heure de la journée, il faut se tester pour voir
Est-ce que c'est juste un coup de chaud ou effectivement on est en train de faire une hypoglycémie? Mais est-ce que vous constatez dans votre service, par exemple, qu'il y a cette éducation des patients qui se surveillent, qui notent leur glycémie? Ah ben certains oui, et surtout c'est en fonction de la disponibilité des bandelettes. Vous savez que les bandelettes sont distribuées aux patients diabétiques en fonction du traitement. Oui. Donc si le traitement s'était comprimé, il n'a droit qu'à une seule boîte tous les 3 mois. Donc ça ne fait pas beaucoup. Alors par exemple, quand on est en période de jeûne, on demande aux malades de prendre sur lui et d'acheter aussi une boîte. Quand c'est une femme enceinte, par exemple, même en dehors du jeûne, elle a besoin de plus de contrôle, on lui fait un document pour la CNAS pour qu'il lui délivre une boîte supplémentaire. Oui. Et par contre, ceux qui sont sous insuline, comme ils ont une quantité importante, parce qu'ils doivent se contrôler même en dehors du jeûne, eh bien ceux-là, on leur demande de faire beaucoup de glycémie pendant le ramadan. Quels sont les risques de jeûner pour ces malades? Toujours, le plus grand des risques, c'est le risque de chute de la glycémie, c'est-à-dire une hypoglycémie, qui pourrait ne pas être ressentie par le malade, surtout quand il a un diabète ancien. Les symptômes ne sont pas très bien ressentis parce qu'il y a une maladie neurologique en dessous. Bien sûr qu'il y a des symptômes. Déjà, la sensation de faim, c'est un début d'hypoglycémie. Des tremblements, la sueur, une douleur au ventre, ça, c'est des signes d'hypoglycémie. Avant même de tomber, oui, de perte de connaissance. Il y a des signes. Donc, les premiers prémices, c'est ça. Il faut rompre son Et le malade diabétique les connaît. Les malades diabétiques connaissent un petit peu, surtout s'ils l'ont vécu une fois au moins, ils connaissent les symptômes de l'hypoglycémie. C'est recommandé de rompre immédiatement le jeûne. Ah oui, parce que malheureusement, on a eu par exemple, moi j'ai des collègues égyptiens qui nous racontaient que certains malades faisaient une hypoglycémie avant la rupture du jeûne, donc avant l'adhan, et une fois qu'ils avaient testé, ils avaient vu que c'était une hypoglycémie. Mais au lieu de se resucrer immédiatement, ils allaient s'allonger pour éviter donc de fournir des efforts et faire chuter la glycémie jusqu'au adhan. Mais même quelques minutes après, c'est risqué. C'est beaucoup de risques à prendre pour rien. Parce que s'allonger, c'est peut-être passer inaperçu par rapport à un enfant ou à un conjoint qui pourrait ne pas penser qu'il s'est allongé pour une hypoglycémie, mais il s'est allongé parce qu'il s'est Exactement. Et là, il l'oublie parce qu'il faut mettre la table et il fait donc une hypoglycémie profonde. Donc, resucrer, c'est immédiat. Dès qu'on sait que la glycémie a baissé en dessous de 0,70 g, il faut tout de suite boire quelque chose de sucré, indépendamment de l'heure qu'il est. Même à quelques minutes du maghrib et du adhan, Inna Allah ghafur rahim. Et d'ailleurs, c'est recommandé que moins de 0,70 ou plus de 3 grammes de glycémie, il faut manger. Il faut rompre le jeûne. Comment le malade doit se préparer justement pour le ramadan et comment vous les préparez? Alors, d'abord, la consultation, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de parler avec le malade, de son traitement, de est-ce qu'il envisage de jeûner, établir donc le profil du malade pour savoir dans quelle catégorie, comme on vient de dire, on va le mettre. Alors, si on est tranquille, il peut jeûner, On va lui dire, c'est bon, tu prendras ton comprimé au ftor, au sahur, et le problème est réglé parce que tu es à moindre risque, tout en continuant, bien entendu, à surveiller ses glycémies. Celui qui doit le faire avec prudence, on lui dit que bien qu'on l'autorise, il faut quand même ne pas fermer les yeux sur d'éventuels événements durant le mois. Par contre, le plus gros du travail, c'est convaincre un malade qui aimerait jeûner qu'il est dans la catégorie à risque et qu'il ne faut pas qu'il jeûne. Ça, c'est quand même beaucoup de temps et beaucoup de persuasion qu'il faut pour le convaincre que le risque qu'il prend est bien au-delà de ce que la religion veut et que donc il faudrait aussi peut-être parfois céder du religieux et lui dire, moi en tout cas, mais il faut rester ferme. Maintenant, si le malade s'obstine à jeûner, il ne faut pas lâcher, il faut l'accompagner. Comment? Alors d'abord, en changeant le traitement, si vraiment il veut jeûner, on ne va pas lui garder des médicaments qui risquent d'entraîner des hypoglycémies,
quitte à avoir, comme on le sait, un déséquilibre pendant le mois de Ramadan. Oui. Si vraiment il veut jeûner, il est préférable qu'il ait des glycémies pas très contrôlées et pas de coma, plutôt que de vouloir continuer à bien l'équilibrer et risquer donc de ne pas le voir revenir à la consultation après l'Aïd. Justement, quels sont ces risques pour ces personnes qui décident, est-ce qu'il y a un risque, qui décident elles-mêmes d'ajuster leur traitement, de commencer au moment de l'iftar, 2 heures ou 3 heures après, ils prennent une autre dose? Il y a des risques? Alors, la modification du traitement relève de la pratique médicale. Le malade n'étant pas lui-même un médecin, ne devrait pas se modifier le traitement. Il le fait peut-être en accord avec son médecin traitant. Et il lui dira certainement qu'il veut jeûner malgré tout ce qu'il est en train de lui dire. Et là, effectivement, il va accepter le nouveau traitement qu'il va lui donner, mais temporaire. C'est-à-dire, Oui. ça va être l'apport de modification va porter exclusivement sur la période du Ramadan. Par exemple, si on va diminuer une insuline, par exemple celle de midi, c'est sûr, puisqu'il veut jeûner, donc on ne va pas lui donner de l'insuline. De toutes les manières, l'injection, elle va rompre le jeûne. Donc, s'il veut absolument jeûner et qu'on modifie le traitement, on prend rendez-vous avec lui tout de suite après l'Aïd pour qu'il revienne et qu'on revienne au traitement avant le Ramadan, puisque celui-là n'était que une modification pour la période du Ramadan à laquelle il a voulu donc participer. Et pour les personnes hypothyroïdes? Alors, pour les hypothyroïdiens, alors le souci de l'hypothyroïdie, c'est de donner un médicament qui va être efficace pendant la période du Ramadan. On le change alors? On change de Non, on médicament? ne change pas de médicament, on ne change même pas la dose. En fait, les études qui ont été faites sont sur le temps, c'est-à-dire l'heure à laquelle on doit prendre le médicament. Pourquoi? Parce que la lévothyroxine qui est prise pour traiter donc l'hypothyroïdie, c'est un médicament qui doit se prendre le ventre creux. D'accord. Mais quand le patient prend le médicament, Oui. donc il a plusieurs choix. Soit il prend son médicament à la rupture du jeûne, mais il doit attendre une demi-heure au moins pour commencer à manger. Parce que la lévothyroxine ne peut être absorbée que si l'estomac est vide. D'accord. Oui. Ou alors, il ne veut pas attendre. Donc, on va changer le timing. On va lui dire, tu vas passer toute la soirée, ensuite tu vas dormir. Mais quand tu te réveilles pour le suhour, tu es censé avoir le ventre creux, tu prends la lévothyroxine, mais tu attends une demi-heure avant le suhour. C'est la même chose que le repas. Et donc, les malades, il y en a qui vous disent comment? Je vais me lever au suhour, encore une heure avant, je prends le comprimé et j'attends. Ce n'est pas très pratique. Donc, on leur a proposé une troisième éventualité, c'est celle du coucher. C'est-à-dire, avant d'aller dormir, mais il faut qu'il n'ait pas mangé depuis au moins 2 heures. Donc, c'est dans ces 3 timings, on donne le choix aux patients. En général, ils préfèrent soit avant le ftour, et il attend, et rohi salli, etc. Et il fait rouler une demi-heure et il se met à table. Ou alors, avant le suhour, il se lève, il prend son comprimé, il fait la prière, etc. Ou là, il lit le Coran. Et ensuite, il va donc manger pour terminer donc, au moment où il y a l'adhan. Pour les personnes âgées, c'est un casse-tête, c'est plus difficile de les convaincre. Et est-ce que le risque est plus élevé chez cette catégorie? En fait, effectivement. Alors, par exemple, parmi les catégories qui ne sont pas autorisées à jeûner, c'est au-delà de 75 ans avec une maladie, par exemple, chronique, type une comorbidité de type cardiaque. On sait que l'hypoglycémie, elle a des conséquences. Ce n'est pas le fait que le sucre tombe à un niveau inacceptable, que le cerveau qui se nourrit de glucose fait perdre la conscience. Le cœur aussi risque d'en souffrir. Donc, ça entraîne des troubles du rythme. Et donc, sur un cœur malade, ça peut entraîner des conséquences graves. Et il y a bien sûr l'hypoglycémie, ça entraîne des phénomènes inflammatoires au niveau des vaisseaux et tout. Donc, quand un sujet est âgé, que son cœur est fatigué et qu'il est diabétique et qu'il veut jeûner, il vaut mieux essayer de l'en dissuader. Ils acceptent? Difficilement. C'est vrai que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut recommander? Quelles sont les règles alors que ces personnes qui s'obstinent toujours à jeûner, qui doivent suivre?
pour diminuer les risques? Eh ben, je vous dis, c'est en général donner un traitement qui n'aggrave pas les risques d'hypoglycémie. Et puis, bon, il faut dire aussi que sur le plan sociétal, il va vous dire, moi, je suis âgé, je symbolise donc la sagesse. Oui. Comment je vais devant mes enfants manger pendant le ramadan? Et donc, c'est assez difficile de manger, surtout quand il y a beaucoup de gens dans la maison, en cachette, etc. C'est vrai qu'on vous l'accorde, ça fait partie des petites difficultés que nous rencontrons pour convaincre les malades à jeûner. C'est moins difficile chez les jeunes? Chez les jeunes, oui, je pense que c'est moins difficile parce que, à moins qu'ils soient vraiment dans une... moi, j'ai connu des diabétiques de type 1 avec plusieurs insulines par jour qui insistaient pour jeûner. Donc, on était obligé de changer pratiquement le schéma d'insuline, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les diabétiques de type 1. Oui. Et ceux-là, ils sont exclusivement sous insuline. Donc, l'insuline, c'est l'hypoglycémiant par excellence. Les Donc, arrêts ceux-là, on doit changer pratiquement beaucoup de traitements, le traitement pour pouvoir éviter les hypoglycémies. Puis, avec l'arrivée des nouvelles insulines qui ont moins d'effets hypoglycémiants, on va espérer qu'on va moins être exposé à ce type de risque. Et ils sont moins exposés? Qu'est-ce que vous constatez dans votre service? C'est sûr que, bon, nous, on n'est pas encore comme, on va citer par exemple le Moyen-Orient, où les diabétiques de type 1 ont des pompes à insuline. Ceux qui ont des pompes à insuline, ils sont gérés par la pompe. Donc, ils ne délivrent pas d'insuline quand la glycémie baisse, elle s'arrête quand elle arrête de délivrer de l'insuline. Donc, ils sont plus ou moins gérés pendant le ramadan par cette pompe. Oui. Mais nous n'avons pas la possibilité de l'offrir à nos malades diabétiques de type 1. Et donc, ils restent avec les stylos. Et on n'a pas vraiment, et on va l'avoir, je l'espère bientôt, les nouvelles insulines. Donc, on est toujours contraint à modifier un petit peu soit la dose d'insuline, parce qu'il faut la faire en fonction du jeûne, soit parfois le type d'insuline que l'on modifie parce que le malade, selon son profil, a besoin de changement. Est-ce Et que selon ses vœux aussi. les malades sont conscients actuellement qu'il faut écouter son médecin et venir avant le mois de Ramadan? Ben oui, à part ceux qui s'entêtent à faire juste ce qu'ils ont envie, mais il y en a de moins en moins. On leur explique que dans maintenant notre pratique quotidienne, c'est lui qui décide après tout. Oui. C'est lui qui décide de... Nous, on ne fait que le guider. Donc, c'est lui qui décide du type de traitement. Et après, d'une consultation à l'autre, c'est lui qui est le maître de sa maladie. C'est lui qui se contrôle. Quand on veut lui dire, par exemple, de faire plusieurs glycémies, parfois il les fait, parfois il ne les fait pas. Et on le sait, parfois il y en a qui ramènent le lecteur et nous montrent comment sont les glycémies. Il y en a même qui remplissent scrupuleusement le carnet. Et il y en a qui vous disent, j'ai fait, mais je ne l'ai pas ramené. Ceux-là, on sait que quelque part, ce n'est pas si bien fait que ça. Oui. Donc il faut toujours, c'est ça notre rôle en fait, c'est de revenir sur les mêmes choses pour essayer de convaincre. Ça peut prendre 3 consultations, 4 consultations. C'est la même chose que, par exemple, quand on veut mettre le malade sous insuline. Quand il est sous comprimé, il vous dit non, non, attendez, je vais faire un effort, vous allez voir, la prochaine fois, ça va aller mieux et comme ça, vous n'aurez pas besoin de me mettre sous insuline. Et parfois, ça marche, effectivement. Il fait des efforts et les comprimés arrivent à donner des résultats. Et parfois, il demande encore un sursis, encore 3 mois. Mais on l'accepte parce qu'on sait qu'au final, pas trop longtemps quand même, parce que sinon il va se déséquilibrer pendant longtemps, mais au final, on sait qu'il va y arriver. Mais lui-même, il a le temps de voir arriver la chose doucement, parce que quand c'est comme ça brutal, il a du mal à l'accepter. Mais c'est toujours lui qui décide. Nous, on ne fait que le conseiller, le guider, et s'il veut appliquer, c'est toujours dans son intérêt. Et s'il ne le fait pas, c'est dommage. Parce que quand même, on a la chance d'avoir une couverture sanitaire. On a des médicaments qui sont... On n'est même pas dans les années précédentes où c'était remboursé. Ils ne sont pas remboursés, ils sont approvisionnés. C'est-à-dire, il n'y a même pas le souci d'aller avec les vignettes eux-mêmes, ramener leur argent. Non, ils n'avancent rien. Ils ont les bandelettes, ils ont les comprimés, ils ont les injectables. Il y a pratiquement... beaucoup de choses qui sont faites pour que le malade
soit mieux pris en charge. Et pourtant, parfois, on rencontre des difficultés. J'imagine. Merci beaucoup, professeur, Je vous pour en ces prie. recommandations. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est vous qui décidez. Prenez soin de votre santé. À la semaine prochaine.